Bonjour à tous. Suite à notre épisode avec Bébé, bicyclette en bois, qui fait appel au crowdfunding, je vous propose aujourd'hui de creuser le sujet avec Nicolas Dehorter, expert du domaine et auteur du livre La petite boîte à outils du crowdfunding, édité chez Duno. On commence cette série de 3 épisodes avec une première question. Comment choisir la meilleure plateforme pour son projet ? Salut Nicolas, je te remercie de participer à ce podcast. Merci à toi de m'accueillir. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une première question. En quoi le choix de la plateforme est déterminant ? Moi, j'entends souvent parler que finalement, c'est avant tout au porteur du projet de ramener le trafic sur la plateforme. Alors finalement, pourquoi pas choisir la première plateforme venue ? Ça, c'est une bonne question. Après, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent de la part des porteurs de projet. Après, comme tu le dis bien, je pense que c'est important aussi que le porteur de projet prenne bien sa responsabilité de mener son projet. Hein. C'est important que lui ou même choisisse de pouvoir amener le trafic justement sur son projet. Mais oui, évidemment, comme tu le sais bien, bien choisir sa plateforme, c'est important, ne serait-ce que pour s'identifier aussi à la communauté de la plateforme, identifier aussi son projet à une cible de projet. Je dirais même que plateforme de crowdfunding, c'est un peu aussi comme l'e-commerce. Choisir d'aller sur Amazon ou dans une plateforme française, déjà, c'est connoté. Évidemment, et pareil pour le crowdfunding. Imaginons que tu as un projet, peut-être un projet technologique. Si tu choisis d'aller sur Kickstarter, qui est beaucoup plus imposant, ou en France, sur Ulule ou KissKissBankBank, tu n'as pas la même portée, tu n'as pas la même cible et tu n'as pas le même choix à faire pour financer ce projet. Donc, c'est évidemment, le choix de la plateforme va déterminer aussi ta campagne, va déterminer à qui tu vas t'adresser, va déterminer aussi le taux de réussite, notamment sur Kickstarter, qui est la plateforme internationale leader mondiale. Malgré tout, il n'y a que 40% de réussite, parce qu'évidemment, ils accueillent énormément de projets. Donc, il y a du bon, il y a des moins bons. Ulule et KissKissBankBank, ils vont avoir un taux à peu près taux de réussite autour de 70 à 75%. Donc, tu peux voir qu'évidemment, il y a peut-être des fois un meilleur accompagnement. Il y a aussi moins de projets, donc moins de concurrence. Il y a peut-être aussi une communauté qui est plus française, franco-française, où les gens aussi aiment aussi des projets français. Voilà, il y a aussi une volonté aussi des fois de se concentrer sur sa communauté. Et on va le voir aussi, on peut en parler, mais ne pas oublier que voilà, comme je dis toujours, c'est au porteur de projet d'amener son trafic. Et les cercles sociaux font que voilà, ça parle aussi de sa propre communauté. Souvent, je dis que j'ai travaillé avec des jeux vidéo ou même des projets technologiques. Des fois, c'est un peu illusoire de penser que même si son projet est bon, on va pouvoir toucher très vite un monde international, rien parce que fait qu'on est sur Kickstarter. Ça demande aussi voilà, de sa propre communication, sa propre communauté. Et donc, des fois, il est peut-être plus simple de le faire sur la plateforme française. Mais voilà, tout dépend aussi de l'énergie, du temps et de l'argent qu'on veut mettre pour mener sa campagne. On y reviendra. Pour compléter un peu ma question, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui se baladent sur les plateformes de crowdfunding juste par volonté d'aider des projets sans avoir aucun objectif et qui peut-être un jour comme ça au hasard tombent sur notre projet ? Ou est-ce qu'en fait personne ne va sur une plateforme sans y être déjà, sans avoir été invité au préalable à le faire ? Ouais, c'est une bonne question. Après, je te dirais que par définition, je pense qu'il y a personne qui est philanthrope par philanthropie. Je dirais qu'il y a personne qui se lève le matin en disant j'ai envie d'aider un créateur ou un porteur de projet. Malgré tout, je pense il y a des personnes passionnées. Oui, il existe. Il y a même je peux voir qu'on peut avoir des statistiques sur Ulule ou KissKissBankBank. Voilà, il y a des fans qui ont peut-être donné sur 150 projets, 200 projets. Statistiques, il y a des personnes qui reviennent régulièrement redonner. Après, te dire voilà, que ça englobe beaucoup de personnes, non, je pense que c'est peut-être 10% des visiteurs sur Ulule ou qui reviennent régulièrement. Je pense que 80 à 90% des gens qui viennent sur ta page viennent parce que tu as communiqué, viennent parce que ils ont été relayés par tes réseaux sociaux, par quelqu'un, par ton incubateur ou peut-être par la newsletter de la plateforme. Il y a quand même peu de gens effectivement qui se disent ouais, j'ai envie d'avoir un projet, de financer un projet écolo ou un projet à impact ou un long métrage ou un documentaire sur le sujet. N'empêche voilà, que faut quand même réussir à communiquer pour eux, mais parce que évidemment l'idée c'est quand même aussi d'attirer des passionnés ou des gens qui sont intéressés par ton domaine d'activité. Ceci étant dit, oui, c'est quand même bien d'avoir à l'esprit que
faut toujours, c'est par recommandation, c'est par la responsabilité de gens qui te suivent déjà ou qui ont envie dans des tribus bien définies, de soutenir ce type de projet, quoi. C'est important de bien réfléchir à ça, de bien communiquer à travers des tribus ou des personnes qui sont déjà sensibles à ce sujet-là, que tu peux peut-être trouver dans les réseaux sociaux ou sur LinkedIn ou autre. Et c'est de toucher avant tout d'espérer de toucher une personne que tu ne peux pas connaître par le biais du web. Voilà, c'est de cibler au maximum les personnes sensibles à ces sujets-là, quoi. Faut être clair, sans communauté bien vivante et structurée au préalable, la réussite d'une belle campagne est quasi impossible. En tout cas, elle est très difficile. Ouais, elle est très difficile. Clairement, je dis, ouais, il y a même pour prendre les Américains qui sont très structurés sur ce sujet-là, on va dire, oui, ils pensent que mailing list, ils pensent que page attente. On convertit d'abord sa newsletter, on convertit d'abord ce noyau dur de prospects. Et après, on va élargir la communication, on va élargir à la plateforme, on va élargir à des plus ou moins des inconnus. Mais voilà, oui, comme tu dis bien, ouais, c'est important d'avoir un noyau dur je dirais de personnes qualifiées, un noyau dur de gens qui te soutiennent, qui aiment ce que tu fais, peut-être même avant de lancer ce projet, et qui se disent, voilà, ce projet-là, j'ai envie de le soutenir parce que je sais les compétences qu'il a, je sais qu'il veut faire de ce projet, et je sais qu'il a beaucoup fait de donner aussi à d'autres projets ou à de la communauté dans laquelle on est. Peut-être, voilà, il est peut-être un entrepreneur de Ratec, peut-être un entrepreneur du Nord, et on a envie de le voir réussir parce qu'il rayonne par sa dimension entrepreneuriale. Ouais, c'est important de bien avoir cet état d'esprit-là aussi, quoi. Alors finalement, est-ce que tu aurais des critères à nous donner pour bien choisir sa plateforme? Je te dirais, critères, je vais effectivement savoir si c'est une plateforme généraliste, je dirais tout simplement, c'est une plateforme spécialisée. Si toi-même, tu as besoin d'avoir une communication très spécialisée, généralement, je travaille avec Ulule, KissBankBank, mais il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas que Kickstarter aussi. Notamment, il peut y avoir des plateformes plus spécialisées dans le sport, dans l'agriculture, ou plus spécialisées régionalement. À Lille, notamment, il y a My Money Help, qui est plutôt dans la solidarité. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches aussi à travers quelle communauté tu souhaites toucher? C'est important. Donc premier critère, positionnement de la plateforme. Est-ce qu'on cherche à taper un public plutôt large ou alors très finement, très ciblé au départ? Ok. Ensuite, la popularité. Deuxièmement, on fait la qualité des visiteurs, donc la qualité des projets qui ont été financés dans ton domaine. Il est clair que quand par exemple, un jeu vidéo, il est très intéressé par Kickstarter ou Ulule parce qu'il y a eu des grosses locomotives, en tout cas il y a des gros succès dans ce domaine-là, donc ils veulent apparaître aux côtés d'eux, ou en tout cas ils vont être dans la même lignée, suivre un peu les mêmes traces. Après, évidemment, il y a les montants objectifs, les montants des moyens des objectifs. Dans le jeu vidéo, dans les youtubeurs sur Ulule, le dernier c'était quasiment 2 millions d'euros. Donc, Bob Lennon, donc évidemment, quand on voit un succès comme ça, moi je suis youtubeur, j'ai plutôt envie de se mettre derrière lui, de dire moi aussi je suis mettre dans le même mouvement, et c'est de voir si on peut toucher la même communauté, parce que évidemment, les gens qui ont contribué, ils vont continuer à recevoir des mails autour de ces sujets-là. Donc voilà, il y a l'idée de pouvoir, sur la plateforme, fédérer, en tout cas essayer de toucher la même cible, ou voir comment on peut, peut-être des fois je dirais par résonance, suivre le même chemin que ces projets qui ont réussi, qui ont fait une belle réussite, quoi. Donc en synthèse, hein, les 5 critères, popularité, positionnement de la plateforme, qualité des visiteurs et des projets postés, le montant moyen des objectifs, ça on y reviendra avec un épisode dédié, et enfin le taux de réussite de la campagne. Le taux de réussite, tout à fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que sur les plateformes comme Ulule, qui existe vraiment Kickstarter, tout est bien détaillé sur le taux de réussite des catégories des projets. C'est bien de bien connaître les chiffres, parce que c'est aussi une question de chiffres, une question de statistiques. Voilà, c'est bien de voir effectivement que les projets de musique ou des projets de jeux vidéo ou de technologiques, des fois, ils ont plus de succès sur Ulule que sur Kickstarter, par exemple. Quand je t'écoute, je me pose une question.
Quand on sait que la majeure partie du trafic, on l'a dit, ne vient pas de la plateforme, pourquoi tout simplement pas créer un site e-commerce avec sa propre plateforme? Bah, déjà, effectivement, c'est toujours vraiment que c'est une question qui se pose. On veut créer du trafic ex nihilo, c'est toujours un peu difficile aussi de sortir du chaos d'Internet, quoi. Évidemment, il y a des projets qui se sont faits, qui se financent seulement par sa propre plateforme. Il y a des projets de jeux vidéo, il y a des gros succès qui ont réussi à le faire. L'avantage quand même sur Ulule ou Kickstarter, c'est quand même, déjà, c'est que t'as quand même malgré tout une bonne réputation, une newsletter qui est même assez importante. Encore une fois, effectivement, après, il faut réussir à être sur un newsletter, mais je pense quand même que ça reste tout de même assez intéressant d'être sur Ulule ou KissBankBank. Pour 6 ou 8%, je pense quand même que tu as une visibilité, tu as un cadre favorable. Je pense que tu as quand même un cadre qui te permet d'avoir une certaine sécurité. Après, voilà, si en amont vous avez bien travaillé votre communauté, à vous de voir après. Mais c'est quelque chose qui peut se réfléchir, pour le coup. Mais je pense que si on n'a pas de communauté vraiment de 100 000 personnes, 200 000 personnes, pour moi, le frein, il n'est pas là dans 6%. Je pense que ça vaut quand même les coups de le faire sur Ulule, Kickstarter ou KissBankBank, quoi. Moi, quand j'accompagne les projets, j'ai toujours une crainte. C'est la crainte de la trace indélébile de l'échec. Je m'explique. Quand tu crées une campagne, pour des raisons qui sont de ton fait ou pas, tu te plantes. Alors, on le sait, ces sites-là sont très bien référencés. Et donc, malheureusement, tu tapes le nom de la startup. Tu as peut-être sur le site Vérité d'un départ, tout de suite dessous celui d'Ulule ou de peu importe, qui montre bien que la campagne était un échec. Comment on gère ça? Déjà, comme tu dis bien, je pense qu'effectivement, il y a que aujourd'hui, il y a que il y a 75% de réussite. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de réussite. D'autre part, si tu veux dire l'idée d'être bien accompagné, c'est ce que je fais aussi, d'être maximise le succès. Et aussi, je pense aussi que l'entrepreneuriat, ce qui est drôle, c'est que je pense que l'entrepreneuriat, c'est de savoir aussi rebondir, c'est de savoir aussi apprendre de ses erreurs, de ses échecs. Et si on a appris de ses échecs, l'idée de ne pas avoir réussi une campagne de crowdfunding en soi, je ne pense pas que ce soit véritablement un échec en soi. À partir du moment où on a su de comprendre et pouvoir se dire, effectivement, on n'était pas prêt, on n'a pas eu la communication qui n'était pas à la hauteur, ou ce produit-là, on a réadapté notre message, on a réadapté le produit, et on a appris de ces expériences. Et ça peut être devenir dans tous les cas, ça peut être très bien de dire, voilà, on a réfléchi à cette campagne, et on s'est réadapté, et aujourd'hui on propose d'autres projets. Ce qui est pas forcément vrai, ce qui est drôle, c'est que des fois, il y a des projets de campagne réussis, et même réussis trop bien. Et des fois, c'est ça qui pose problème, parce que des fois, l'attente des gens, l'attente qu'on a créée vis-à-vis d'une communauté, des fois, on n'arrive pas je dirais, à répondre aux attentes de ces internautes. Je pourrais répondre, il y a des exemples notamment de la technologie ou d'autres projets, comme la fameuse glacière sur Kickstarter, voilà, que le projet paraissait tellement bien, et lorsqu'ils ont, je dirais, lorsqu'ils ont diffusé le produit, les gens, il y a eu une déception, c'est déceptif, c'est-à-dire que les gens n'ont pas aimé la récompense, ils n'ont pas aimé le produit. Et donc, la campagne a peut-être fait 10 millions de dollars, je me rappelle. Et un an et demi après, lorsque les clients, entre guillemets, les contributeurs ont reçu le produit, ils étaient très déçus. Et donc là, effectivement, là, pour le coup, c'est pas l'échec de la campagne qui était déterminant, c'est que c'était justement, c'est le produit en lui-même qui était déceptif. Oui. Et il y a même des produits aussi à Lidl ou d'autres qui sont morts parce que suite à la réussite de la campagne, voilà, il y a eu, ça met trop de temps à distribuer les contreparties. Ils n'ont pas aussi des fois réussi à gérer aussi l'attente, réussi à gérer la communauté. Et il y a eu des fois des messages ou une mauvaise relation qui ont pu nuire à la réputation du produit, et aussi voilà, que lorsque les produits ont été livrés, les produits ne correspondaient pas aux attentes, ne correspondaient pas à la fois peut-être au message ou peut-être aux illusions aussi que peut-être que les gens se faisaient sur le produit, quoi. Ou tous les projets aussi industriels qui
au lieu d'utiliser le crowdfunding juste comme finalement le financement du premier stock, finance la R&D avec et après n'arrive pas à aller au bout. Nous, dans ce podcast, on parle beaucoup de startups technologiques ou innovantes qui ont souvent un produit B2C. Pour ces projets-là, sur quelle plateforme on peut s'orienter d'après toi? Si on est très ambitieux et si on a une vision internationale, viser Kickstarter, c'est toujours intéressant. Sachant qu'il faut quand même avoir les reins solides, il faut avoir une communauté, une forte, quand même, une belle communauté au départ pour espérer sortir du lot sur cette plateforme. Faut quand même aussi faut être au-delà du modèle de concept, faut quand même pouvoir avoir des images, faut quand même avoir du contenu pour les afficher sur la plateforme et à la fois afficher sur la communication, parce que voilà. Et puis depuis peu, effectivement, Kickstarter aussi sont beaucoup moins concept, c'est beaucoup plus en pré-vente. Il y a aussi une volonté pour Kickstarter d'être plus dans une démarche de pré-vente, même si c'est pas un magasin, on dit toujours c'est pas un magasin, parce qu'ils attendent quand même d'avoir des projets quasiment finalisés, donc ils attendent quand même une certaine qualité, justement pour éviter des fois les déconvenues, comme tu dis, de R&D, des fois d'un produit complètement hors sol, quoi. Après voilà, je pense que Ulule reste Ulule aussi. Si on les trouve encore une fois sur de la récompense, ça reste des belles plateformes. Ils ont quand même des newsletters qui sont très bien suivis aussi. Ils ont quand même aujourd'hui une communauté qui permet de dire on peut toucher des passionnés, on peut toucher des gens qui veulent vraiment voir des projets de qualité réussir en France, quoi, et en Europe. Bon, on le voit, c'est un sujet qui nécessite plein de décisions compliquées, des décisions stratégiques, et pour ça, il faut être accompagné. Oui. Et c'est ton métier. Oui. Et tu en as même fait un livre qu'on peut retrouver du coup chez Duno. Chez Duno, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit aussi. Voilà. Pour aider les libraires. Sinon, vous pouvez effectivement l'acheter aussi en ligne sur Internet, sur Amazon, sur Fnac, ou même une version en e-book. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment du livre aussi, c'est que être accompagné par un expert ou par une agence de communication, ça demande évidemment beaucoup d'argent. Il y a aussi, le livre aussi se donne aussi un peu l'objectif pour aider tous les entrepreneurs. Hein. Un livre va avoir une sorte de boîte à outils, un peu comme Ikea, dire après on n'a plus qu'à lire les différentes parties. On voit de A à Z comment on définit sa communauté, comment on définit son positionnement, ce projet, comme on l'a dit, comment choisir sa plateforme, comment démarrer sa communication, à quel moment on doit lancer la campagne, quel type de contrepartie. Voilà, on essaie de brosser tout ce qu'on a besoin à un entrepreneur pour réussir à monter cette campagne de communication, cette campagne de marketing qui est avant tout là. C'est pas je rappelle aussi, c'est important, c'est que c'est pas comme de déposer un dossier en banque. C'est vraiment, comme tu dis bien aussi, c'est réussir sa campagne de crowdfunding, c'est réussir le lancement de son projet. Le projet sera en ligne et donc c'est avant d'être un porteur de projet. Là, on devient entrepreneur quand on lance sa campagne. C'est quasiment la naissance, c'est le lancement réel de son projet, quoi. En tout cas, sa création d'entreprise. C'est vraiment ça un point important qui je rappelle aussi dans le livre et généralement avec des entrepreneurs que j'accompagne. Je mettrai les liens donc à la fois vers ton livre, également vers ton site internet pour ceux qui chercheraient du conseil et de l'accompagnement dans le domaine. Je te remercie Nicolas. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve donc très bientôt pour le second épisode de cette série, et lors duquel on creusera du coup un peu plus loin le sujet du crowdfunding, maintenant qu'on a pu choisir notre plateforme. Merci à toi. Et moi je vous dis à très bientôt.